Bonjour à tous, nous sommes ici à Bandol pour le FIP Silver Port de Bandol. Et avec nous, vous le connaissez, célèbre juge arbitre Nicolas, salut. Salut à toi. Et qui est le juge arbitre en charge de ce FIP. Mais c'est pas la première fois, déjà je me souviens, tu faisais cette grande entrée sur un FIP Gold, c'était à Lyon. C'est ça, on s'est déjà croisé ça à Lyon, FIP Gold, on s'était déjà vu avant sur tout ce qui est P2000, etc. Sur d'autres épreuves. Avant de peut-être parler de ce tournoi, du futur, des évolutions, et puis peut-être des éléments peut-être à corriger en fonction de ton expérience justement, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a une différence entre les tournois qu'il y a en France et les tournois internationaux? La différence, déjà tu es nommé par la Fédération internationale parce que tu as un diplôme international, ça c'est la première chose. Et puis on est sur deux règlements différents. Il y a plein de petites choses qui vont changer et puis c'est surtout ça, c'est deux règlements différents. Puis je ne parle pas du niveau des joueurs aussi bien sûr. Alors quand tu parles de règlement, tu penses à quoi? Si par exemple il fallait citer, citons deux règlements, deux choses qui sont à la FIP et qui pourraient être adoptées en France parce que tu estimes que ce sont des bonnes choses, et puis vice versa, du côté de la Fédé, il y a peut-être des choses dont pourrait s'imprégner la FIP. Les règlements, ce que je vois plutôt, les règles du jeu sont les mêmes. Ouais. Ça c'est pas un problème. Ouais. Ensuite, par exemple sur les règles du jeu, on les a francisées par rapport au tennis. Donc certaines règles du jeu de la FIP, avant il y avait des pauses kiné par exemple, ne sont pas les mêmes, on les a francisées. Le temps de repos entre les points, on les a calqués sur le tennis en France alors que c'est 20 secondes ici sur la FIP. Voilà. Donc les joueurs par exemple qui font des tournois comme ça et qui viennent après en France, il faut les briefer avant. On dit attention, règlement français plus règlement FIP. Les vraies différences pour moi juge arbitre, c'est la gestion des listes d'entrée, c'est-à-dire les retraits de dernière minute, le tableau qui est refait sans arrêt. Qu'on a moins en France et que ça, je crois que c'est ton deuxième tournoi international. Ouais, il y avait le Gold. Et il y avait Lyon, le FIP Gold de Lyon, et puis maintenant le FIP Silver de Bandol, Port de Bandol. Et là, effectivement, on a observé qu'il y avait des forfaits de dernière minute qui t'obligeaient parfois à refaire le travail. C'est ça, le tableau garçon en qualif a été refait plusieurs fois, le tableau final a été refait au moins 3 fois, parce qu'il y a des forfaits de dernière minute. Même chose, je ne suis pas là pour parler de tennis, mais par rapport au tennis, une fois que les listes sont figées, qu'on connaît les joueurs, on fait le tableau. Là, on fait le tableau d'abord. Donc même si le tableau commence le vendredi, les tableaux sont publiés le lundi. Et donc il y a des changements entre-temps. Et d'après les règles de la FIP, on doit refaire dans certaines conditions, forfait de tête de série par exemple, on doit refaire le tableau. Tu penses que le paddle devrait voir du côté de son grand frère le tennis, peut-être pour... Globalement, les règlements paddle ont évolué avec l'expérience du tennis. Donc c'est peut-être quelque chose, autant sur le jeu, ils ont tout à nous apprendre, autant sur les règlements, le tennis a plus d'expérience. Donc pour l'instant, le paddle se calque un petit peu sur les règlements tennis, ils ont leur spécificité, mais il y a peut-être des bonnes choses aussi à prendre du côté tennis, notamment les tableaux. Notamment les tableaux, l'une des conséquences collatérales évidemment de ce type de forfait, c'est qu'on a des joueurs qui arrivent, d'abord qui se disent mais pourquoi du coup vous m'appelez maintenant alors finalement je joue demain ou ce soir. Et puis l'autre conséquence collatérale, c'est qu'il y en a qui se préparent pour jouer une paire, et puis finalement qui vont jouer une autre paire, finalement on leur dit ah bah non vous n'avez peut-être pas joué, vous allez jouer une autre paire. C'est ça, la limite pour refaire les tableaux, c'est la veille du tournoi 15h. C'est tard. Donc si on apprend un forfait avant cette limite-là, on refait le tableau, et le dernier qui a eu en date, on a les Français, numéro 10, enfin qui sont passés de numéro 10, avec un forfait de la tête des séries numéro 5. Donc ils auraient pu se préparer à jouer l'un contre l'autre, et là ils apprennent, bon on est quoi? On est mercredi, ils apprennent ça pour vendredi, qu'ils ont changé d'adversaire. Donc ils apprennent, voilà, c'est pour le tableau final. C'est pour le tableau final, ça veut dire que mercredi, ils apprennent qu'ils changent d'adversaire. Et jusqu'à la veille du tableau, jusqu'à demain 15h, on peut refaire encore des choses. Jusqu'à demain 15h, on peut encore refaire des choses? Ouais. Le tableau principal peut encore être modifié? Sur forfait d'une tête de série. Ouais. Sinon, pour les autres, on aura un qualifié, le kilosaur de plus. Je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure de ça aussi. Puisqu'on y est, parlons-en. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est quand même assez étonnant, puisque on le sait, les 4 lucky losers pourront être repêchés directement pour le tableau principal. C'est ça, on est même à 6 maintenant. Donc dans l'idée, quand une tête de série fait forfait, on la remplace par un autre joueur, mais si c'est une autre paire qui fait forfait, on la remplace par un lucky loser. Donc là, on en est à un niveau de tournoi où on a 6 lucky losers. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y avait 4 finales de qualification prévues, soit 8 paires,
Et en fait, il y aura les 4 vainqueurs forcément qui seront qualifiés pour le tableau principal, mais les 4 perdants, les 4 paires perdantes sont automatiquement qualifiés dans le tableau principal. Plus les 2 autres, ce sera 2 lucky losers du 2e tour, donc de demain matin. Qui auront perdu demain matin. Et qui ça se jouera au ranking. Donc les 2 meilleures paires avec les meilleurs classements, il n'y aura pas de tirage au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. Ça, c'est une nouveauté, non? C'est une nouveauté, oui. L'an dernier, c'était un autre règlement. Avant, on avait fait c'était un autre règlement. Et puisqu'on en est sur le règlement et ce tirage au sort, si par exemple j'avais eu un seul lucky loser, j'aurais tiré au sort parmi les perdants du dernier tour. Tandis que là, il y a les 4 lucky losers, ils rentrent tous. Donc là, il n'y a pas de tirage au sort. Mais pour le tour d'avant, c'est au ranking. Bon, ça veut dire qu'il y a des chances de voir des paires françaises. Il y a des chances de voir des paires françaises. Tu as aussi des chances de revoir dans le tableau principal les mêmes matchs qu'on a eu en qualif. Qualifié Lucky Loser se rencontre plusieurs fois dans le tableau principal. Ça peut être les mêmes matchs qu'en qualif. Des Lucky Losers peuvent se retrouver dans le tableau principal alors qu'ils ont joué dans les qualifs. Il y a des matchs qui ont lieu là et dans le tableau principal, tu as qualifié Lucky Loser contre qualifié Lucky Loser. Ça me rappelle, je crois, alors à vérifier, mais il me semble que c'était arrivé à une paire française. Je crois que c'était Adrien Maigret, je ne sais plus avec qui il jouait. J'ai ce souvenir-là aussi. Et qu'ils avaient joué une paire, alors, je ne sais plus, qu'ils avaient battu, je crois, en qualif et ils avaient perdu peut-être, ou vice-versa. Ouais, donc le même match peut se reproduire. Le match peut se reproduire. Ouais. Bon, c'est reparti. Et donc c'est ça un peu que tu décris, puisque au final on voit effectivement des joueurs, forcément, c'est quoi cet tableau, c'est quoi cet arbitre, mais tu ne finis pour rien. C'est presque ça, on n'y peut rien. On subit les forfaits des joueurs de dernière minute. Le tableau il est déjà fait, on ne va pas le toucher sauf ces petites modifications là. Ouais. Donc on sait déjà qu'au 2e tour du tableau, d'un silver, on peut avoir des lucky losers puisqu'ils jouent lucky loser entre eux. Quelles conséquences pour des joueurs forcément, alors comme il y a forcément dans le lot des joueurs qui ont des bonnes raisons, mais bon, quand il y en a autant qui arrivent en plus quasiment en même temps. Souvent c'est des packages, des packages chez groupés. Groupés puis au dernier moment. On se dit c'est quand même étonnant. Même chose, tu as des règlements, il y a la FIP qui a mis en place des deadlines. La dernière deadline pour se retirer, c'est 2 jours avant, 15 h. Jusque-là, il y a 2 forfaits gratuits, on va dire. Et une fois qu'on a dépassé ça, il y a un système d'amende qui peut monter jusqu'à 500 $, que ce soit pour les têtes de série, en tableau ou en qualif. Mais dans les règlements, la FIP se dit qu'elle peut appliquer ou non l'amende, suivant la nature peut-être du certificat médical qu'elle doit recevoir. Dans les règlements aussi, les paires qui font forfait après cette deadline sont censées venir sur site, faire constater la blessure par le médecin officiel du tournoi. Personne ne le fait, ils envoient le certif à la FIP qui gère. Voilà. Ouais, bon, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des choses à corriger. Enfin, je pense que tu seras le premier à vouloir à leur dire. On peut suggérer quelques améliorations. Après, on a des joueurs par exemple qui vont jouer le Major à Rome et qui font forfait de ce tournoi-là parce qu'ils sont en qualif à Rome. Mais ça, c'est autorisé dans les règlements. Donc ils ne sont pas pénalisés, ils ont le droit de s'inscrire sur les 2, et s'ils sont prêts à l'un, ils se retirent sans pénalité à l'autre. Ah oui, parce que autant on ne peut plus, comme c'était le cas à l'époque, être sur plusieurs tournois FIP en simultané, puis ensuite voir le tableau, et puis ensuite choisir un petit peu, et puis tant pis pour les conséquences qu'il y a au niveau. Et maintenant, c'est plus possible. En revanche, c'est encore possible de combiner tournoi FIP et premier paddle en même temps, et puis ensuite on voit si oui ou non. Tout simplement. Ouais. La conséquence aussi de ce choix de faire un seul tournoi, c'est que les gens s'inscrivent au dernier moment à un tournoi. Ils regardent la force du tableau. Et ici, 2 jours avant le tournoi, on n'avait que la moitié des joueurs. On n'avait pas grand monde. Allez, on va parler aussi un peu de ton parcours, parce que c'est vrai qu'on te connaît maintenant depuis, on va dire, quelques 2 années, ans, de bonne gros 2-3 ans peut-être. On te connaît de plus en plus impliqué autour du paddle. C'est un sport que tu connaissais depuis longtemps, ou alors, voilà, toi en tant que, j'allais dire, ancien arbitre de tennis, mais tu l'es toujours. Oui. Tu fais du tennis encore? Ça. Le tennis reste ma spécialité. J'ai les 2 qualifs internationales, tennis et paddle. Et on va dire que sur l'année, je vais peut-être faire 10 événements internationaux, 1 paddle, 9 tennis. Quand tu dis événements internationaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire des challengers, des tournois ATP? Alors pour challenger ATP, je peux juste être juge arbitre numéro 2. Je peux être juste l'assistant. Donc ma qualification fait que je peux aller jusqu'au niveau futur, pour ceux qui connaissent les futurs. Futur qui est futur, challenger, et puis ensuite ATP ou WTA, c'est ça. Voilà, donc la qualif c'est badge argent pour le tennis, et il y a une qualif simplement internationale, le paddle. En France? En France. Non mais c'est mondial ça. Pour les futurs? Pour les futurs, n'importe où dans le monde. Il y en a assez en France pour être désigné en France.
D'accord. Donc, mais ça donne la proportion entre ce que je vais faire sur 10 événements, je vais faire un paddle, 9 tennis. Qu'est-ce qui s'est passé justement, ce basculement, toi dont la spécialité c'est le tennis, que tu aimes c'est le tennis, et puis tu as basculé vers le paddle. Comment ça s'est passé? Une opportunité parce que le paddle est en plein boom, tu t'es dit tiens ça permet de faire autre chose aussi? Déjà le fait de jouer, être passé du tennis au paddle, déjà en tant que joueur. Ah oui, déjà tu joues au paddle? Déjà aussi, ouais, j'arrive à jouer 3 fois par semaine. Et pour le tennis, mon club, Cap d'Agde. Ouais. Et pour Chez Mario Cordero, exact. que tu connais bien. Exact. Et pour le juge arbitrage, c'est pareil. La Fédé a commencé à demander, je ne vais pas dire aux meilleurs, mais aux plus expérimentés des juges arbitres tennis, avec le plus d'appétence paddle, de se lancer dans les premières formations. Et c'est moi qui ai eu la première fournée de diplôme en France du juge arbitre international paddle. Le premier juge arbitre paddle, c'était toi? À passer l'examen en premier, c'était moi. Ouais. Ensuite, j'ai eu le Bono Tissière qui était là l'an dernier. On a passé la même session, lui 2-3 semaines après moi, mais officiellement le premier c'était moi. Nous avons rencontré le premier juge arbitre paddle, il est là, je peux le toucher. Voilà, mais là, quand même. Puis maintenant, bon ça. Je pense que maintenant il y en a beaucoup. Tu sais combien il y en a d'ailleurs? Justement, je suis en train de réfléchir à ça. 6, 8. 8 juge arbitre paddle? Ouais. Quand tu dis juge arbitre paddle, c'est juge arbitre international paddle. Oui. Généralement, c'est des gens qui sont déjà international avec le premier niveau en tennis, à qui on propose de passer la formation paddle. D'accord. Tu vas me dire peut-être le tennis, je sais pas, mais qu'est-ce que tu préfères finalement? Qu'est-ce que tu préfères? C'est être juge arbitre tennis, juge arbitre paddle? Il y a forcément une préférence? Ou peut-être un peu les deux et tu vas me expliquer les raisons? Ouais, je pense, j'ai pas de préférence, les deux vont être complémentaires. Plus de rigueur dans le tennis évidemment, les règlements sont plus cadrés. Des deux côtés, même si je suis juge arbitre, j'adore aussi voir jouer. Donc que ce soit tennis ou paddle, les deux niveaux sont excellents. Paddle plus décontracté peut-être, tennis plus sérieux, plus rigoureux. Qu'est-ce que le paddle? Parce qu'on a parlé de l'expérience du tennis, qu'on a parlé que le paddle devait aller aller chercher ce qu'il y avait de bien dans le tennis, côté rigueur, justement, tu en as parlé. Peut-être sanctions aussi, même si elles existent en réalité dans le paddle, c'est juste qu'elles ne sont pas appliquées? C'est ça. En fait, les sanctions au tennis, c'est le juge arbitre sur site, je parle du circuit futur, qui est responsable des amendes. Si on inflige une amende, c'est nous qui décidons sur place. Ici, c'est la FIB qui décide, nous on envoie le rapport, et la FIB décide d'appliquer ou non. C'est comme sur les retraits, elle décide d'appliquer ou non. Au tennis, c'est automatique. Ici, c'est vraiment la FIB qui décide. Donc, c'est dans leur règlement, ils se réservent le droit d'appliquer ou pas. Oui, donc qu'on peut éventuellement regretter, et peut-être et finalement la conséquence, tu l'as vécu en direct à 2 reprises au final, puisque en off, tu me disais, ça me rappelle un peu Lyon, mais en puissance x2 peut-être. Je pense que c'est même plus important ici. Ouais. C'est effectivement, c'est le truc un peu de dernière minute. Et finalement, tant qu'il n'y aura pas cette rigueur au niveau, peut-être au niveau d'application, tout simplement, eh bien, il ne faudra pas s'étonner de voir ce genre de. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si, même chose, désolé de parler du tennis, mais s'ils savent qu'il faut un retrait tardif, l'amende est automatique. Ici, l'amende peut être appliquée. Ouais. Donc, tant qu'elle ne sera pas systématiquement appliquée, après, il y a même des tarifs dissuasifs. Je veux dire, en théorie, les joueurs qui ne viennent pas, ils payent 500 €. C'est énorme. Si c'est appliqué. Donc, si tête de série qui se retire, c'est 500 € le prix. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, ça peut être dissuasif, en effet. On va poursuivre, aller un peu sur le futur. Voilà, dans ton évolution, tu disais que justement, tennis et paddle, tu vas continuer à faire les deux. Est-ce que, on va te voir de plus en plus dans le paddle. Est-ce que tu te dis à terme, peut-être, le tennis ça a été ma vie pendant un bon moment, et que petit à petit, tu vas glisser vers plus de paddle? Je ne pense pas glisser vers plus de paddle, ne serait-ce que par la proportion des événements. Il y a peut-être 10 fois plus d'événements internationaux en France de tennis que de paddle. Ah oui, d'accord. Oui, mais donc si dans l'année, par exemple, il y a... J'ai pas les chiffres. Oui. À mon avis, il n'y a pas 10 FIB dans l'année en France. Je pense pas. Non. Donc imaginons qu'on soit entre 6 et 10 juges arbitres internationaux. On en prend à chacun par définition. Ah oui, je comprends. C'est ça l'idée. Au tennis, il y a peut-être 50 tournois futurs par an. Il y en a presque un par semaine.
Donc si on est même 10 juges arbitres à ce niveau-là, ça en fait presque 5 chacun. Enfin, c'est juste un ordre d'idée. Alors je parlais plus, parce que tu parlais de P2000 tout à l'heure, plus dans les tournois français, les tournois classiques. Je fais vraiment, avant j'ai commencé par faire quelques tournois français, voilà. Après j'ai vraiment guidé avec la Fédé, on est allé ensemble pour voir les premiers P2000, l'évolution des règlements, des choses comme ça. Il y avait un juge arbitre en place, moi j'étais là pour guider, apporter mon expérience. Donc l'idée de la politique en France, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des niveaux 3 de juges arbitres, le JAP3. C'est eux qui sont désignés sur les P2000 et les internationaux pourraient venir en supervision de ce genre de juge arbitre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, toi tu t'orientes sur les tournois internationaux. Exactement. Les tournois français, alors peut-être sauf P2000 ou exactement, où ça peut arriver. On va dire élite. Sinon, tu ne fais pas des tournois classiques. Non. P500, P250, etc. Exactement. Ouais. J'ai fait de la formation, mais je fais plus de tournois, des petits tournois comme ça. Ouais. Eh bien, sans transition, tu parlais de formation, merci. C'était ma dernière question sur la partie formation. C'est vrai que c'est une thématique dont on parle énormément aujourd'hui, qui est un peu au cœur. Pourquoi? Parce que voilà, parfois il y a des défaillances, parfois voilà, c'est normal, tout ça, on évolue. Qu'est-ce qu'il faut, en parlant uniquement de la France, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux en France justement? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus peut-être? Déjà, la France a un bon niveau de formation. Donc moi, je m'occupe des formations et mon métier est d'enseignant. Je suis prof de maths. Donc voilà, quand je fais des choses en formation, c'est carré. Tu es encore prof de maths? Oui, bien sûr. Donc mes tournois de paddle, c'est sur mes vacances, c'est sur des semaines que je peux poser. Le statut que j'ai, c'est l'équivalent du sportif de haut niveau. C'est officiel de haut niveau. Donc ça peut me permettre, cette semaine-là, je suis en cours, je travaille normalement. Donc j'ai des décharges entre guillemets pour venir sur ces tournois-là. Comment ça fonctionne du coup tes élèves? Soit ils ont rattrapé les cours, soit ils sont contents de ne pas m'avoir. Ah. Bon, bah. Soit ils sont remplacés? Non, quand je pars, c'est qu'une semaine. Et dans l'éducation nationale, il faut être remplacé, enfin, il faut 2 semaines de délai avant de demander l'autorisation d'être remplacé. C'est jamais le cas. D'accord. Donc quand je pars, c'est quelques jours ou une semaine, donc je ne suis pas remplacé. Les cours sont soit déjà faits, soit ils ont du travail et puis on corrige à la rentrée. Bon, désolé les gars, il revient. Jamais fatigué justement parce que finalement, là on se fait, tu peux te faire des 3-4 jours parfois assez costauds, intenses. Derrière, tu enchaînes avec ton métier de prof de maths, où la bascule se fait finalement naturellement. Oui, c'est assez naturel. Paradoxalement, je suis presque plus fatigué sur des jours comme ça, où on peut bosser 12h, 14h, de 9h du matin à 9h du soir, voire plus, alors que je n'ai jamais de telles amplitudes horaires dans mon métier, mais oui, la bascule se fait sans aucun problème. Et le fait d'être prof de maths, ça t'aide dans ton métier? Tu penses que c'est quelque chose, c'est un atout supplémentaire peut-être? Je vais reprononcer le même mot que tout à l'heure, c'est la rigueur, ça m'apporte ça. Donc sur de la logique, sur des rigueurs, sur la compréhension des règlements, je pense que ça c'est un atout. Oui, donc le coup des tableaux sont pas bien faits, c'est pas ça, on peut pas te la faire à toi. Non, là c'est pas bon. Je peux avoir fait une erreur, mais je saurais la retrouver. C'est ça l'idée. Le fait de faire les tableaux, pareil, je dois être capable d'expliquer aux joueurs. Si des joueurs viennent me demander demain mais pourquoi j'ai changé d'adversaire, là je dois leur expliquer. Tu as déjà fait puisqu'on va rester dans cette thématique-là, tu as déjà fait des exercices, tu as proposé à tes élèves, écoutez voilà, je dis n'importe quoi, la balle, une balle de paddle, une pala, le poids, la vitesse. Oui, j'ai pu faire des choses comme ça. On travaille sur la vitesse par exemple. La balle met 0,5 secondes pour faire 20 mètres ou des choses comme ça. Oui, on peut arriver à faire des choses comme ça. Et tu as l'impression que les jeunes sont captifs par rapport à ça? Ils connaissent le sport? Non, ils ne connaissent pas forcément. Ils connaissent pas forcément le sport, mais c'est des exos qui peuvent un petit peu les intéresser parce que c'est concret. Alors, voilà, à la télé, il y a tel joueur, il y a LeBron qui sert à telle vitesse ou des choses comme ça. Oui, mais ils vont s'y intéresser peut-être du coup. Je parle du numéro 1 mondial ou des choses comme ça. Eh bien, le paddle à l'école, c'est aussi, alors, on va dire, on a vu qu'il y a, d'ailleurs on en parlait sur Paddle Magazine avec des écoles qui proposaient de plus en plus, un peu ici ou là, des partenariats avec des clubs, des sessions sport, et peut-être un jour du paddle au bac. Oui, comme sport. Je crois même à vérifier, mais je crois même que c'est en cours ou que ça s'est déjà passé ici ou là. Il faudra vérifier cette information-là. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est en train de se démocratiser tout ça. Et puis maintenant, du paddle même dans une salle de classe en mathématiques. Pourquoi pas? En tout cas, tu l'as fait. Hein. Clairement. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ça doit clairement, ça fait des exercices concrets. Et le paddle se développe aussi, par exemple, au lycée de la ville. Ils proposent le mercredi après-midi aux jeunes de jouer au paddle. Ceux qui ne sont pas en club, etc. Dans ton école? C'est pas mon école, c'est pas mon lycée, mais au lycée de la ville, donc sur Agde, il y a des sessions mercredi après-midi quand les profs sont disponibles de paddle. Mais c'est là où tu enseignes? Moi, je suis au collège et ça, c'est le lycée. D'accord, mais bon, c'est le même endroit? Oui, c'est la même ville. D'accord, et le lycée propose du paddle le mercredi après-midi sur une session d'1h30.
avec c'est des profs de sport, mais qui ont quand même travaillé un petit peu sur l'enseignement du paddle. Oui, qui vont... Ouais, ça, j'ai déjà fait ça. Eh ben, donc c'est vraiment de la découverte, c'est sympa. Des gens qui n'auraient pas touché une raquette de tennis, qui ne connaissent pas le paddle, ils viennent essayer. Et en essayant, généralement, on revient. Eh bien, ce sera le mot de la fin avec Nicolas. Merci beaucoup pour l'interview. Et puis, il reste tout à faire puisque vous allez le voir, il y a une grande semaine ici à Bandol pour ce FIP, 2e édition. Exactement. À Bandol, Merci au à port toi. de Bandol. Merci Nicolas.